La France qui fait des blockbusters, en général, ça passe ou ça casse. Le comte de Monte Cristo. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, soyez tranquille, après on va tout spoiler. Le comte de Monte Cristo est l'histoire de Edmond qui a été trahi par ses proches lors de sa jeunesse et qui décide après plein d'années en prison de se venger. C'est là que va commencer sa quête pour retrouver tous ceux qui lui ont fait du mal. Avant de parler de ce film, j'aimerais remercier comme d'habitude le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est surtout un service utile qui va débloquer plein de films et de séries sur toutes vos plateformes de streaming préférées. Vous allez doubler votre catalogue, vous prenez un VPN dans n'importe quel pays, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Suisse, en Belgique ou n'importe quel pays européen pour avoir la VOSTFR et même la VF pour ceux que ça intéresse, et votre catalogue va littéralement doubler. Vous allez avoir tous les films récents. Exemple, sur Netflix, vous avez déjà Madame Web pour rigoler, Tout sauf toi parce que c'est sympathique, mais aussi d'incroyables séries comme Scavengers Reign ou même tout simplement l'excellent Godzilla Minus One. Disney+, vous avez deux pépites avec Sans jamais nous connaître et Pauvres créatures. Et sur Max, vous avez déjà le trop sous-côté Iron Claw et Dune 2, évidemment disponible en 4K. Et pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, YouTube Premium, c'est pas de publicité, vous pouvez écouter les vidéos en mode podcast et les télécharger, donc c'est trop bien, ça change la vie. Vous essayez dans un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie et la Bulgarie où c'est moins cher, ou même au-delà pour payer Turquie, Argentine, Inde, et c'est vraiment trop cool. Vous serez en bilan de sécurité avec un VPN que sur le Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation, vraiment tout le monde peut le faire. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin d'avoir accès à BorgosVPN pour 83% de réduction et 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Nous voici face à un blockbuster à la française, un film qui a coûté 42 millions. Pour la France, c'est gigantesque, hein, rappelons-le, c'est important. En plus, adapté d'un roman français épique et grandiose, mondialement connu, qui a donc eu le droit à des dizaines d'adaptations, que ce soit en cinéma, en série. D'ailleurs, il y a une nouvelle série, Le Comte de Monte Cristo, série britannique, qui sort cette année. C'est l'une des histoires de vengeance les plus connues de l'histoire et je pense sincèrement que vous avez tous vu au moins une fois une histoire similaire, que ce soit une adaptation directe à la télé, au cinéma ou au théâtre. C'est du patrimoine français à son paroxysme, mais on pouvait être inquiet parce que quand même, on a récemment eu le droit à une adaptation d'Alexandre Dumas avec Les Trois Mousquetaires, et même si le premier était sympathique, le deuxième était vraiment mauvais. Et vu que c'était plus ou moins le même budget, hein, une partie des Trois Mousquetaires c'était 36 millions, là on a 42 millions, même auteur, on pourrait s'inquiéter et se dire qu'ils vont essayer de faire un truc similaire dans l'esthétique, mais bonne nouvelle, ce n'est pas le cas. Et sachez que lorsque je regarde un film français, peu importe le budget qui est mis dedans, peu importe la gueule que ça a, si c'est mauvais, c'est mauvais. Je vais pas être en mode « Ah, c'est cool pour du français ». Enfin si, en soi, je vais le dire parce que quand même, il faut marquer les progrès qu'on a en France. Mais si c'est un bon film français, mais un film moyen de manière générale, je vais le dire. Je vais pas lui jeter des fleurs juste parce que c'est français et ils font des progrès. Mais en tout cas, le film veut se la jouer grand blockbuster d'action de 2h45. Et oui, ça rigole pas. L'objectif, c'est vraiment l'épique et raconter l'histoire de cet homme à travers plusieurs décennies. Et c'est comme ça que toute la promo a été faite, hein. C'est un film hollywoodien. On n'a rien à envier aux Américains. Et je dois être assez d'accord avec ce propos. Pour un film à ce budget-là, il s'en sort très bien visuellement. Oui, en soi, les reconstitutions sont vraiment réussies. T'es vraiment plongé dans l'ambiance du début du 19e siècle. Entre les différentes villes, la nature, les costumes et tout, t'es vraiment dedans. Et oui, les effets spéciaux sont plutôt réussis, hein. Il y a plein de plans en CGI, mais ils rendent assez invisibles et ça, c'est une bonne chose. On dirait pas comme ça, mais il y en a vraiment beaucoup dans plein de scènes. Ils sont allés filmer à plein d'endroits différents, dans le sud de la France forcément, avec ces magnifiques plages, ces rocheuses, ces falaises. T'es vraiment plongé dans cette Méditerranée absolument magnifique. De l'autre côté, il y aura des plans larges sur des forêts, des collines, avec un vert très vibrant. Parce que c'est ce qui ressort du film, hein. En termes de couleurs, il vibre. Les routes peuvent être marron, mais le vert et les couleurs orange des fleurs vont tellement ressortir. Il y a une colorimétrie qui est vraiment mise en avant beaucoup par le film pour te donner un peu ce côté presque féerique. Le côté conte, sans mauvais jeu de mots, hein, par rapport au nom du film, mais t'as l'impression d'être dans une fable à certains moments tellement c'est coloré. C'est volontaire parce qu'il voulait vraiment rendre ce monde magnifique, c'est l'objectif. C'est de montrer à quel point la France est belle, mais aussi de donner ce côté
côté fantastique à l'œuvre. Même la séquence avec le bateau qui est assez courte, mais elle a été faite dans un énorme studio, le marketing a été fait dessus d'ailleurs, hein, avec un simulateur de vagues et des choses comme ça, c'est assez impressionnant et ça se ressent dans le film et c'est le début du film et ça commence plutôt bien, tu dis ok ils ont mis les moyens et même lors de cette séquence là, les couleurs vibrent, que ce soit le feu ou juste la lune qui éclaircit l'eau. Mais c'est en intérieur que tout va se jouer. Il y a deux choses intéressantes. Premièrement, c'est l'utilisation de lumière naturelle, de bougies, de torches et tout, mais la manière aussi dont tu as l'impression que le soleil éclaire plus qu'autre chose les différentes séquences à l'intérieur. Et la chose la plus frappante, c'est la dichotomie entre l'abondance des décors, c'est-à-dire que chaque scène, parce que vu qu'on est dans un monde de luxure avec les riches, il y aura tellement d'objets. Il y aura une abondance d'objets avec des rayons lumineux qui vont taper le visage des personnages, qui seront en train de jouer de la guitare, puis tu auras des fleurs, des miroirs et tout. Il y a une abondance d'objets partout, tout le temps. Et les personnages sont généralement très petits dans le cadre pour montrer plutôt le relief de la pièce. Et c'est à chaque fois de gigantesques pièces, de palais et tout. Et lorsque ça l'est pas, des endroits un peu plus sombres, ça joue par rapport à la personnalité des personnages. Il y a un vrai travail qui est fait sur les décors, la lumière des décors, pour parler de la psychologie des personnages. Il y a un travail sur les miroirs, vu qu'on parle beaucoup d'identité, de qui sont les personnages réellement, vu qu'ils jouent plusieurs rôles hein, dans le film. On met en parallèle le vide émotionnel des personnages, à la richesse, à la luxure et la confrontation des deux mondes. C'est l'obscurité de la vengeance face à la lumière de l'innocence. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de gros plans et les seuls gros plans, plus ou moins, c'est quand les personnages sont un peu honnêtes avec eux-mêmes et avec les autres. En soi, ce qui entoure les personnages représente plus leur personnalité qu'un gros plan sur leur visage. C'est pas toujours le cas, mais majoritairement. Donc oui, ça a la gueule d'un blockbuster visuellement. Là, il y a rien à dire. C'est assez impressionnant. Que ce soit français ou pas, il y a un vrai travail vraiment léché sur ça. Maintenant, en termes de mise en scène, il y a un truc intéressant qui est fait, c'est vu que le comte de Monte Cristo va souvent se déguiser, on verra plusieurs masques à certains moments. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que parfois, ça sera Pierre Ninet qui va jouer les séquences, alors que c'est lui qui est sous le masque. Et parfois, c'est pas du tout un Pierre Ninet masqué, mais toi, en tant que spectateur, tu comprends qu'il est masqué. Et parfois, c'est juste d'autres acteurs qui jouent Pierre Ninet pour comprendre à quel point le masque est élaboré. Ou alors, c'est pas d'autres acteurs et j'ai été vraiment surpris parce que le maquillage était assez exceptionnel. Ça serait possible, hein, mais je pense que c'est d'autres acteurs qui jouent à certains moments. Au lieu de mettre un masque qui serait pas forcément très intéressant à voir sur un personnage comme Pierre Ninet, ils lui ont mis un peu plus de maquillage, mais toi, tu comprends qu'il a un masque fait par-dessus. Et vu que ça parle d'un homme qui se déguise et qui organise un plan pour se venger, c'est un film aussi sur la mise en scène. C'est un homme qui prépare ses séquences, ses scènes. C'est un homme qui prépare son plan et qui trouve des plans A, B, C au cas où ça ne fonctionne pas. Et le film parle de ça. Ça parle d'un metteur en scène qui met en scène sa nouvelle vie. Et ça vient avec les thématiques qu'on va évoquer après. Mais je vais pas vous mentir, j'ai trouvé que c'était assez indigeste à certains moments, c'est-à-dire que la caméra va toujours avoir le même procédé. Vu qu'on va filmer d'énormes palais, d'énormes jardins, la caméra va toujours commencer de loin et toujours se rapprocher des personnages. Et tu as une caméra presque flottante. Tu as l'impression à certains moments que c'est un drone qui tient la caméra. Elle va vraiment flotter et ça donne, je trouve, un côté très répétitif parce que c'est le même plan qui est utilisé constamment et à partir d'un moment, tu as compris. Et la caméra bouge tout le temps. Il y a très peu de plans où la caméra ne bouge pas. Alors, il y a des champs contre champs en dialogue assez bien foutus, mais les personnages sont toujours actifs, donc ça bouge constamment. Mais en termes de mouvement de caméra, j'ai trouvé ça un petit peu indigeste parce que c'est toujours le même mouvement et ça ne se pose jamais. Je pense que pour beaucoup de personnes, ça passe ou ça casse. Moi, c'est un petit peu cassé. J'étais pas autant investi à cause de ces mouvements de caméra tout le temps parce que l'œuvre me laissait pas me poser, quoi. Pourtant, lorsque c'est posé, lorsqu'ils ont une belle composition du cadre, ils ont bien mis les décors, le personnage en avant ou pas d'ailleurs dans le cadre, et qu'ils laissent les acteurs jouer, c'est pas si mauvais que ça. Mais sinon, la caméra bouge tout le temps. Et c'est toujours le même mouvement, ce genre de travelling avant, et qui raconte toujours la même chose. Ça te montre l'opulence et ensuite ça se ferme sur le personnage et ça le fait tout le temps. En plus de ça, la musique est omniprésente, genre absolument tout le temps ou presque il y a de la musique et c'est les violons et le piano et c'est mélodramatique à fond. Ça y va à fond comme si chaque scène était la scène la plus dramatique du film. Et à force de faire des scènes dramatiques avec la musique qui est en train d'exploser chaque séquence, ça fait perdre en gravité tes séquences parce que chaque séquence semble trop importante et forcément du coup c'est moins prenant. Et c'est là que beaucoup de personnes vont avoir un problème, c'est que c'est typiquement français. Déjà il y a le côté très mélodramatique de une, c'est vrai, avec les violons, la musique et tout, et la direction d'acteur aide pas toujours. C'est-à-dire que forcément il y a des répliques qui sortent des livres, qui sont d'ailleurs certaines d'entre elles assez puissantes, et je trouve que dans la majorité des cas, les acteurs ont un jeu de rôle assez sobre et qui correspond bien à la scène, mais lorsque c'est larmoyant et lorsqu'ils sont en colère, ça devient risible. Là, c'est extrêmement français et j'arrive pas à les prendre au sérieux et t'as presque envie de rigoler. Et t'as ces one-liners un peu en mode super-héros que va te dire, je sais pas, genre Pierre Ninet, il va vraiment se donner ce côté badass, il est vraiment mis en avant comme un super-héros et je trouve que ça en fait un peu too much. Pourtant, lorsqu'ils sont un peu solennels, les acteurs sont vraiment bons, ils ont chacun le droit à une séquence où ils peuvent briller et chacune de ces séquences-là est bonne. Mais dans beaucoup de cas, ça manque un peu ce côté charismatique et c'est à la fois entre le mélodrame et le truc un peu trop français, théâtral. Et pour moi, la moitié des scènes sont pas si bien jouées que ça au
final. Alors ça dépend, chacun ses affinités, mais moi je trouvais que ça me sortait un peu trop du truc et je trouvais ça même un peu risible à certains moments. Le kitsch en général me dérange pas, mais là je trouve que pour un film aussi sérieux, parce qu'il y a quasiment aucune blague, c'est 100% sérieux, ce kitsch là faisait un petit peu tâche. Mais lorsque les personnages jouent un rôle eux-mêmes dans l'œuvre, je trouve qu'ils jouent plutôt bien. Mais chaque scène, t'as l'impression de faire pile ou face et te dire est-ce que ça va bien jouer ou pas. Et je pense que les acteurs sont bons, mais c'est juste la direction d'acteur qui te fait un peu changer complètement l'ambiance de la scène, un peu trop dans le kitsch. Parce que oui, Pierre Ninet est bon, par exemple, il est charismatique, il a une prestance, il le joue vraiment bien, t'as des scènes où il brille pour le coup. Il a même appris un petit peu de roumain, et moi je parle roumain, donc il a plutôt bien fait. Donc, oui, c'est un Français qui a appris le roumain, mais c'est plutôt pas mal. C'est l'autre actrice qui, elle, pour le coup, est roumaine, qui parle moins bien que lui. Il y a des séquences où je comprenais pas ce qu'elle disait, pourtant, elle est roumaine. Et pour quelqu'un qui a beaucoup entendu l'accent roumain, son accent où elle roule les R et elle parle comme ça non-stop, c'est gênant parce qu'il est inconsistant. Parfois, elle roule les R, parfois pas du tout. Bref, je chipote sur ça, hein, ça m'a pas du tout dérangé. C'est marrant que l'actrice roumaine m'a plus sorti de l'œuvre alors qu'il parle roumain. Et il y a aussi un petit rôle sympathique de Pier Francesco Favino qui est méconnaissable pour le coup, mais qui marque quand même l'importance du film et la transmission d'un héritage et d'une culture avant tout. Mais j'ai quand même trouvé les antagonistes vraiment faibles dans l'œuvre. Ils jouent pas forcément mal, mais ils en font des caisses et l'attachement émotionnel par rapport à eux aurait dû être présent, mais il ne l'est pas. Les acteurs s'entendent bien dans l'œuvre, leurs personnages ont une bonne alchimie, c'est plutôt bien écrit en termes de dialogue, ils rebondissent plutôt bien, j'ai rien à dire de ce point de vue-là. L'intrigue, même si elle est vraiment rushée, parce que oui, un livre de 1200, 1300 pages en 2h45, c'est pas optimisé, on est d'accord. Donc oui, le film dure longtemps, mais il est aussi rushé, quoi. Il y a beaucoup d'expositions pour le coup, les personnages vont raconter leurs émotions constamment. 2h20 de film et ça t'introduit des nouveaux éléments, ça te réexplique des personnages, ça te réexplique des choses. T'as l'impression que l'histoire décolle entre guillemets réellement jamais parce qu'il y a toujours de l'exposition, sauf à quelques moments évidemment. Mais au moins tu comprends leur motivation, tu comprends leur émotion, le scénario est plutôt bien ficelé et même si la fin est décevante et le climax c'est un anti-climax pour le coup, tu vois qu'il manquait de temps en fait, où le film aurait dû durer 3h30 ou en faire une série. Mais ça va évoquer les thématiques classiques du bouquin, la justice, la culpabilité, évidemment, la perte d'identité, la vie que tu as perdue et tu réfléchis à comment la vivre justement, qu'est-ce qui te motive dans cette vie. C'est une grande histoire d'amour aussi, mais ça on en parlera évidemment en spoiler. Pour conclure, c'est pas si mal, on est clairement face à un film qui avait trop de choses à évoquer et du coup il est superficiel et ça va jamais au bout des choses et à la fin t'es plus frustré qu'autre chose et t'as envie de voir une série plus qu'un film, mais au moins la qualité visuelle est au rendez-vous, même s'il y a quelques gimmicks de mise en scène qui m'ont un petit peu agacé. Il y a les problèmes typiques de direction d'acteurs des films français et le manque d'équilibre de tonalité entre le kitsch et le sérieux, et la majorité des points positifs viennent du livre en fait, viennent de l'histoire du livre et des personnages en soi et de ce qu'ils représentent, mais au moins t'as l'impression que les éléments principaux sont là, mais c'est allé trop vite encore une fois. Et même si le film est impressionnant à certains moments, est-ce que je vais m'en rappeler? Pas vraiment au final. C'est 2h45 devant lesquelles je me suis pas vraiment ennuyé, mais lorsque tu arrives à la fin, t'es vraiment encore sur ta fin pour le coup. Parce que le troisième acte, il va à une vitesse folle alors que t'as passé les actes d'avant à y aller hyper lentement. T'as l'impression que le film avait plus de budget et qu'il devait finir leur histoire. Et il y a un manque cruel d'émotion. Moi, je n'ai cru à rien en termes d'émotion. J'étais pas du tout investi émotionnellement. Les acteurs dégageaient pas toujours ce qu'il fallait. Et même en termes d'histoire, vu que ça allait tellement vite, j'ai pas ressenti la grande épopée de vengeance et d'amour en même temps. Donc, c'est pas à déconseiller, mais si vous le ratez en salle, c'est pas si grave que ça. Après, si vous voulez avoir plus de films comme ça au cinéma, il faut y aller. Mais peut-être un jour, on fera des films haut budget qui seront autre chose que historiques ou autre chose qu'adaptés de BD ou romans mondialement connus, quoi. Je pense que vous allez apprécier, certains vont même adorer, mais moi, je suis resté un peu sur le carreau et c'est une recommandation, encore une fois, assez tiède. Maintenant, on va passer en spoiler. Vous voyez, même en spoiler, j'ai pas grand chose à dire. Honnêtement, le film m'a pas laissé une énorme trace sur moi. J'ai vu le film et je l'oublie déjà un petit peu. Et je trouve que le film dit tout à haute voix, donc il n'y a pas beaucoup de choses à décortiquer. Les antagonistes, assez décevants. Alors oui, ils ont tous trahi quelqu'un pour leurs intérêts, c'est vrai. Et ils perdent tous quelque chose lié à leur péché, que ce soit un enfant, une entreprise ou tout simplement leur amour. Mais je suis désolé, la confrontation finale avec Fernand n'est au final pas assez personnelle. Tu n'y crois pas du tout, je trouve. Et c'est un climax d'action assez bancal, pas mal filmé, mais le climax au tribunal était bien plus impactant, fort. Mais ce combat à l'épée qui arrive là, alors que les deux personnages se sont quasiment pas du tout parlé lors du film, et il n'y a pas du tout cette résonance émotionnelle, je trouve que c'est un climax assez décevant. Le côté épique là a complètement été perdu, alors que la séquence au tribunal était vraiment réussie. Mais elle est réussie justement parce que c'est Andrea et l'acteur qui met plus de personnalité dans sa vie. En gros, t'es plus attaché émotionnellement à cet enfant abandonné qui vient se venger plus qu'autre chose, et qui a décidé de perdre sa vie pour la vengeance. En gros, lui et Haïdé sont les deux faces d'une même pièce. D'un côté, un homme qui voit la vie qu'il aurait pu avoir, sa sœur tombe même amoureuse de lui, mais il voit la vie qu'il a perdue. Et sauf que lui, il a perdu sa vie sans raison au final. C'était juste un bâtard et il ne méritait pas ça. Et ça, justement, ça l'a rongé et il s'est vengé. Alors qu'il aurait pu vivre sa vie
avec le trio d'amis qui s'est créé là. Et de l'autre côté, Heidi, elle, a vu sa vie être prise par quelqu'un d'autre alors qu'il a rien fait non plus, mais elle a décidé d'accepter l'amour dans sa vie. Et justement, le personnage d'Albert symbolise un peu l'innocence et le manque de culpabilité, parce qu'au final, lui n'a rien fait, et se venger de lui n'aurait pas de sens. Et ces deux personnages-là représentent Edmond, qui est partagé entre se faire consommer par la haine et la vengeance, et l'autre côté, se laisser aimer une dernière fois. Il est en pleine crise identitaire, hein. Ça se voit avec évidemment les métaphores par rapport au masque et tout, et les nombreux miroirs, mais surtout, il pense qu'il a perdu l'accès à l'amour, et il a ce côté même un peu religieux, divin, de la justice éternelle, divine qui se venge. Il parle de la justice fatale, c'est-à-dire qu'il est même plus en contrôle de lui-même, et il laisse, on va dire, Dieu et la justice s'occuper du reste, et ça le consomme, mais justement, lorsqu'il accepte de nouveau l'amour dans son cœur, il voit un autre aspect de la vie. Et le personnage qui s'est créé par rapport à un homme qui a beaucoup voyagé, qui a vu de nombreux continents, qui connaît plein de cultures, est une fabrication qu'il vit à la fin du film. Et justement, se laisser aimer une dernière fois et ne pas se faire consommer par cette justice de vengeance, c'est ce qui en fait son évolution. Et la scène où il brille, lui, le plus, c'est évidemment la scène où il manipule par rapport au cadavre du bébé. Il joue un petit peu à la maison hantée, c'est une fabuleuse scène. Et le tribunal, son fameux plan où sa présence est suffisante et il ne fait rien d'autre. Juste, il observe. Ça montre un peu ce côté vraiment de metteur en scène qui observe, analyse et contrôle la scène. Et c'est là que tu vois sa prestance. On a passé beaucoup de temps en prison et je pensais que ça allait être un film du coup plus lent parce que j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé en prison. Mais plus tu avances dans le film, plus l'histoire est rushée. Et cette vengeance qui aurait dû s'éterniser en faisant du mal à tous ses antagonistes est assez vite résolue. Et tous ces personnages-là qui ont tous des arcs narratifs, ça va assez vite. Leurs évolutions, leurs émotions, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de montage pour montrer le passage du temps. Mais je suis resté un peu sur le côté, honnêtement. J'ai pas été autant investi que j'aurais aimé. Et je suis sûr que beaucoup de personnes vont adorer. Je déteste pas le film, mais honnêtement, je vais pas m'en rappeler personnellement. Je sais que ça va être dans le top de beaucoup de personnes, en tout cas je l'imagine. J'ai pas envie de le revoir. C'est un film français à haut budget et je sais que ça aurait pas été possible en série, mais vu que les meilleures choses du film sont l'histoire, j'ai envie de redécouvrir cette histoire peut-être en format série. Parce que la mise en scène et tout était utile et ça aidait à l'ambiance évidemment. Et je sais qu'il y a plein de gens qui vont adorer et seront contents de voir ça dans le cinéma français. Mais honnêtement, je sais pas si l'histoire se rappellera de ce film. Mais si vous vous en rappelez, c'est tout ce qui compte. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, l'avez-vous adoré ou détesté. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute accessibilité et sécurité pour plein de nouveaux contenus. Tout ça pour 2,03€ plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.